Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 9. Les chambres de décharge et la voûte à chevrons. Il existe une sape, accessible par une échelle, partant du haut de la grande galerie et donnant accès à la première chambre de décharge. Elle a été percée horizontalement, avec soin et sans tâtonnement, par le chemin le plus direct, certainement par les bâtisseurs eux-mêmes, à la suite d'un accident. Une autre sape, celle-ci verticale, prolongeant la première, conduit aux 4 chambres de décharge supérieures. Elle est imputable au colonel Wyss qui la fit percer en 1837. Chacune des 5 chambres superposées à un sol et un plafond constitué de poutres de granit. Ces poutres sont bien équarries à la base, face visible au plafond de la chambre du roi et des chambres de décharge, tandis que leur partie supérieure, sol des chambres de décharge, ont été laissées brutes d'extraction. Ces 5 chambres portent toutes un nom, successivement du bas vers le haut, la chambre de Davison, la chambre de Wellington, la chambre de Nelson, la chambre de Lady Arbuthnot et la chambre de Campbell. La première chambre porte le nom de son découvreur, les 4 suivantes portent les noms des amis de leur découvreur, Richard William Howard Wyss. Les chambres sont extrêmement basses, mais il est vrai qu'elles n'ont pas été conçues pour qu'on puisse y séjourner. Leur rôle de décharge a souvent été discuté, et l'ensemble de cette structure unique est qualifié d'extravagant par beaucoup d'architectes contemporains. La dernière chambre de décharge est couverte d'énormes chevrons. À comparer à ceux de l'entrée et de la chambre de la reine, on peut supposer que ce dispositif gigantesque se trouve ici doublé, ou même triplé, comme il l'est ailleurs. Wyss et Perring y ont relevé une série d'inscriptions hiéroglyphiques à la peinture rouge, la seule de toute la pyramide, mentionnant le nom Khufu. Toutes les poutres des chambres de décharge présentent le même type de brisure profonde, due à un phénomène de torsion, ou conséquence d'une série d'explosions à la poudre noire durant 3 mois et demi exécutées par Wyss en 1837 depuis le nord la chambre de Davison vers le haut. Les chevrons de la dernière chambre de Campbell de décharge sont eux-mêmes nettement écartés, environ 5 cm. Gilles Dormion attribue l'accident à la surcharge, ayant entraîné un glissement soudain de toute la partie sud. Des calculs faciles à établir, masse volumique égale à 2,7, montrent que ces grosses pierres, poutres et éléments de chevron, en tout, sans doute une centaine de monolithes élevés à une hauteur de 70 mètres, pèsent environ 40 tonnes pour la plupart, et jusqu'à près de 70 tonnes pour les éléments les plus volumineux d'eux. Ce sont les pierres les plus lourdes que l'on connaisse dans tout le monument. Le boyau ou puits de service. En partant du haut, le puits ou boyau de service relie, de manière très verticale et après 6 changements de pente, 4 souterrains creusés, 3 avant la grotte et 1 à travers elle, 2 dans la maçonnerie sous forme de sape, le bas de la grande galerie à la partie inférieure du couloir descendant, près du couloir nord de la chambre souterraine.
Son dégagement fut commencé par Coutel et Lepère en 1801 et achevé par Caviglia en 1817. D'une longueur de 58 mètres, le boyau de service livre un étroit passage de section carrée ne dépassant pas 65 x 68 cm de côté. L'exploration ne peut se faire qu'à l'aide d'une corde. L'OR rapporte le souvenir cuisant d'un voyageur allemand qui, en 1588, fut conduit par erreur dans l'ascension de ce golet vertigineux par un guide casse-cou inexpérimenté. Enfin parvenu à la grande galerie, le malheureux, épuisé, terrorisé, ne voulut plus rien visiter. La section percée dans la maçonnerie de l'extrémité supérieure, le puits de service prend naissance dans une ouverture rectangulaire soigneusement creusée à la verticale, qui donne à un conduit rectangulaire horizontal au bas de la grande galerie, dans la banquette ouest près du mur. Le boyau descend verticalement à travers la maçonnerie, puis oblique un peu vers le sud pour rejoindre la grotte. La grotte, ce que l'on nomme ainsi, est une cavité de plusieurs mètres, de forme quelconque non géométrique en voyant les coupes longitudinales et transversales de son croquis semble naturel, quoi. Située à 7 mètres juste sous la 7e assise de la pyramide, la partie maçonnée sur le socle rocheux nivelé pivot central, dans la masse rocheuse qui apparaît au plafond. Elle est traversée verticalement par le puits de service, qui passe par une sorte de cheminée constituée d'une maçonnerie de petites pierres, très probablement amenée par l'un des orifices du puits et jointe au plâtre. Un bloc de granit noté dans son croquis y a été posé pour un éventuel bouchage. La section inférieure creusée dans la masse rocheuse pour Georges Goyon, l'ouvrier n'a pu percer le puits, vu l'exiguïté, autrement qu'au-dessus de sa tête, les déblais s'évacuant alors d'eux-mêmes. Il note aussi l'aspect de grignotage des parois et les encoches ménagées pour les pieds. Gilles Dormion pense au contraire que, sur toute cette longue section, le puits a été creusé vers le bas. Il note la qualité générale du travail et constate la présence d'encoches de très faible profondeur, opposées en diagonale dans les encoignures, destinées à faciliter la progression, mais insuffisantes pour maintenir très longtemps un ouvrier au travail, non encordé, creusant au-dessus de sa tête et donc suspendu au-dessus du vide. Quoi qu'il en soit, il faut imaginer la difficulté extrême de ce travail harassant effectué avec précision, presque à la verticale, par un unique ouvrier, coincé dans une interminable cheminée carrée de 68 cm de côté, maniant entre ses pieds, ou au-dessus de sa tête, des outils de cuivre et de dolérite, à la lueur fuligineuse d'une lampe à huile ou à graisse, sans aucune circulation d'air et par une température insupportable. Tout travail dans le puits est des plus éprouvants, comme en témoigne le dégagement du conduit vers le bas, entrepris par Caviglia en 1817, qui dut être abandonné à cause du manque d'aération. Celui-ci ne fut mené à bien que par la redécouverte, la même année, toujours par Caviglia, du débouché inférieur, par lequel fut enfin rétablie une circulation d'air. Le puits de service rejoint le couloir descendant par une ouverture de côté, nettement plus logique que la jonction par le plafond des deux couloirs descendants et ascendants. Le problème du puits de service, la finalité et la chronologie du puits de service posent toute une série de questions. Georges Goyon estime que le puits de service a été creusé par des voleurs, peu après les funérailles. Beaucoup de commentateurs pensent, tout au contraire, que le puits a servi d'échappatoire aux ouvriers qui avaient libéré les bouchons emmagasinés dans la grande galerie en vue d'occulter l'accès aux chambres supérieures, et s'étaient donc trouvés enfermés dans le sépulcre. Gilles Dormion, observant l'aspect de ce puits, est d'avis qu'il est l'œuvre de carriers professionnels. Peut-on imaginer que des voleurs aient pris soin de donner à leur trouée un aspect aussi lisse et parfaitement rectiligne? Le soin apporté au creusement de l'orifice supérieur, découpé dans la banquette de la grande galerie, va dans le même sens. En cet endroit, ce sont bien des tailleurs de pierre de métier, non des pilleurs de tombes, qui ont percé cet accès rectangulaire, par le haut et avec tout le soin requis. Selon Gilles Dormion, le percement du puits a été réalisé en deux phases et pour deux utilisations bien distinctes. D'abord la partie inférieure creusée dans le roc, pour l'évacuation des déblais des appartements souterrains, puis, bien plus tard, la jonction avec la grande galerie, pour l'évacuation des ouvriers. Fin du podcast. Bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous.
pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.